Alors, nous avons vu les généralités du Mpox. Si vous regardez dans les chats, j'ai déjà partagé le lien. La vidéo est déjà postée sur YouTube sur ma chaîne et j'ai partagé le lien avec votre encadreur. Voilà, et il peut directement vous donner. Donc, ce soir ou à n'importe quel moment, vous pouvez déjà suivre la présentation sur YouTube et celle-ci aussi est en train d'être enregistrée. Comme ça, vous avez tous les bagages pour la formation. Alors, nous allons parler du diagnostic biologique du Mpox, hein, de manière générale. J'ai donné au cours de la première présentation l'ensemble d'éléments de la taxonomie, de la composition du virus, de son organisation génomique en support à ce que je vais maintenant donner pour que vous puissiez comprendre les outils diagnostiques pour la biologie du Mpox. Voici le plan de présentation. Nous allons aborder les types de diagnostics qui existent, les cibles moléculaires du Mpox. Ensuite, nous allons parler du diagnostic moléculaire en détail, hein, que ce soit les diagnostics classiques et le point of care. Et puis, nous allons dire un petit mot sur la sérologie et nous allons faire un exercice d'interprétation et de la cinétique. Et ça sera la fin de notre présentation. Gérald, apparemment, il faut patienter. La salle a des problèmes. Faites une pause, s'il vous plaît. Cibles moléculaires. On va parler du type de diagnostic, les cibles moléculaires, le diagnostic moléculaire lui-même avec ses différents composants, la sérologie et puis un petit exercice pour l'interprétation des résultats. Alors, pour ce qui est des types de diagnostic, vous devez savoir qu'il y a deux types de diagnostic, le diagnostic direct et le diagnostic indirect. Oui, alors je disais, je continue hein, l'enregistrement, même s'il pleut là-bas à Butembo, il n'y a pas de souci. Moi, je vais continuer mon enregistrement jusqu'à la fin. Et dès que j'ai fini cet enregistrement, il va être sur YouTube et vous allez le télécharger ou alors le suivre directement et vous poserez des questions. Pour ce qui est du diagnostic, je disais qu'il y avait deux types de diagnostic, le diagnostic direct et le diagnostic indirect. On parle des diagnostics directs lorsque vous êtes en mesure de détecter directement le pathogène, le microbe ou ses composants. C'est là qu'on parle des diagnostics directs. Par exemple, la microscopie optique. Lorsque vous faites une coloration des grammes, vous voyez les bactéries, ou lorsque vous faites un examen à frais, vous détectez les parasites. Ça, c'est un diagnostic direct. Vous pouvez également utiliser la microscopie électronique et autres. Vous pouvez faire la culture, d'accord? Par exemple, la culture ordinaire sur des milieux sur Gélose au sang, par exemple, sur Maconquet, sur MSA. Vous avez des colonies de bactéries. Ça, c'est le diagnostic direct. Et vous pouvez faire la culture spéciale sur certains milieux, par exemple, le CH9, etc. C'est également le diagnostic direct. Et la culture cellulaire, bien sûr, en virologie, fait appartient au diagnostic direct. Quand vous faites la PCR, vous amplifiez les acides nucléiques des pathogènes. Par exemple, les bactéries, leur matériel génétique, c'est l'ADN. Les virus, il y en a ceux qui ont de l'ADN ou de l'ARN comme matériel génétique, c'est le diagnostic direct. Vous pouvez utiliser l'œuf embryonné. D'accord? C'est un œuf qui est fécondé, un œuf fécondé sur lequel vous ensémencez, vous inoculez les échantillons qui contiennent un pathogène, notamment les virus. Et quand les virus s'y développent, d'accord, ils peuvent donc multiplier les pathogènes. C'est également un diagnostic direct. Vous avez les animaux des laboratoires. Lorsqu'on prend les différents animaux des laboratoires, on leur inocule un pathogène et que la maladie se développe au sein de ces animaux et que les virus ou le pathogène peut se multiplier et être isolé dans certains organes ou tissus. C'est également du diagnostic direct. Le séquençage du pathogène avec les acides nucléiques du virus également à un diagnostic direct. Évidemment, on peut avoir la cristallographie à rayon X, c'est un diagnostic direct. Quand vous faites les tests rapides,
antigéniques, par exemple, le test pour la malaria, les tests pour la COVID, dès que vous détectez les antigènes, soit du Plasmodium falciparum, Vivax, Oval ou malaria, ou soit le SARS-CoV-2 que vous détectez directement, il s'agit également d'un test, d'un diagnostic direct. Si vous faites un ELISA où vous détectez les antigènes, c'est un diagnostic direct et vous pouvez utiliser l'immunofluorescence. Et puis, nous avons les tests d'hémagglutination, l'inhibition, la séroneutralisation. On parle de diagnostic indirect lorsque vous détectez des éléments biologiques chez l'hôte qui suggèrent le passage ou la présence ou la cicatrice d'un pathogène et qui est en fait chez l'hôte. Là, c'est le diagnostic indirect. Donc, vous avez des éléments biologiques qui sont produits par l'hôte et qui témoignent de la présence ou d'un passage du microbe. Là, on parle de diagnostic indirect. Par exemple, lorsque vous faites la fluorescence, vous utilisez un microscope à fluorescence et vous avez les anticorps fluorescents qui sont émis à la suite d'une conjugaison avec un antigène spécifique, évidemment. La fluorescence sera émise puisqu'il y a une réaction antigène-anticorps. Et la fluorescence sera témoin de la présence de l'antigène. Ça, c'est un diagnostic indirect. Quand vous faites un ELISA qui détecte les anticorps, s'il s'agit également d'un diagnostic indirect, vous pouvez faire l'immunofluorescence indirecte. Par exemple, quelqu'un qui fait une hépatite virale et que vous avez les transaminases, les ASAT, les ALAT qui sont perturbés, ou la créatine, la créatinine au niveau des reins, ou alors les amylases ou les lipases pancréatiques sont perturbées. Voilà, c'est un diagnostic indirect. Il est témoin d'une souffrance d'un organe ou d'un tissu. Et également, la détection des cytokines. Les cytokines, ce sont ce sont des substances chimiques ou biochimiques, des signaux chimiques qui sont produits par des cellules qui sont soit activées, soit inhibées ou soit détruites, etc. C'est des signaux indirects de la présence d'une agression qui peut être évidemment un agent pathogène. Alors, nous allons parler des cibles moléculaires du Mpox. J'en ai parlé dans la présentation précédente pour vous donner des idées claires de ce qu'il y a à faire. Nous avons vu que le virus a un matériel génétique, d'accord, qui est l'ADN, un ADN double brun. Cet ADN comprend une région centrale qui est conservée et des régions terminales qui sont des régions variables de part et d'autre. Cet ADN code pour l'ensemble, possède l'ensemble des gènes ou des gènes qui codent pour l'ensemble des protéines en fait qui constituent cette particule virale. Donc, ces virus tels que vous le voyez, attendez que j'active mon curseur. Tel que vous voyez ces virus sur ces curseurs, l'intégralité de ces virus est codée par ce matériel génétique. Et donc, chaque portion, chaque segment de ce matériel génétique a des éléments qui interviennent pour produire, pour former, pour créer cette structure ici. En fait, la particule virale tout entière, elle est l'expression de ce matériel génétique que vous voyez ici. Ainsi donc, si on veut en biologie moléculaire détecter une cible précise, on peut déterminer par exemple cette région, la région B. Si par exemple cette région code par exemple pour une n'importe quelle protéine de surface, on va chercher en biologie moléculaire non pas à détecter cette surface ici, mais à détecter la la séquence cible de l'ADN, puisque cette séquence, c'est elle qui va faire en sorte que le virus va exprimer l'ensemble de ces protéines. Quand l'expression virale aura lieu dans sa totalité, elle produira ces protéines ici. Alors, en biologie moléculaire, nous allons cibler cette séquence ici, qui est pour nous la séquence d'intérêt. On peut cibler une séquence unique, on peut cibler plusieurs séquences, ça dépend. Et donc, chez tous les pathogènes, le matériel génétique, d'accord, code pour des éléments précis qui apparaissent sur les pathogènes. Et donc, notre cible ou notre objectif sera de pouvoir détecter la cible moléculaire précise. Ainsi donc, voici l'ADN du Mpox avec les bases, les nucléotides qui ont des positions différentes. Par exemple, la première base ou la première paire de bases jusqu'à la 50e, jusqu'à la 31e
31e mille, 34e, 40e mille, etc. Alors, quand vous voulez définir une cible moléculaire, chaque région de cet acide nucléique correspond à l'expression d'une protéine quelconque sur les virus. Alors, chaque région ou chaque qui correspond à chaque gène, en fait, aura des éléments, des bases, des nucléotides qui sont capables, une fois, d'accord, qui sont exprimés, de produire soit une protéine, soit une enzyme, soit un élément essentiel du virus. Ainsi, le principe des cibles moléculaires, c'est de pouvoir détecter le segment, le fragment d'acide nucléique qui code pour tel ou tel autre et de manière spécifique au virus. On ne peut pas amplifier tout le segment du virus parce qu'il est très long et il a beaucoup d'informations. Sur ces segments, nous allons choisir le fragment d'intérêt. Et les fragments d'intérêt, nous allons choisir qu'une petite partie qui correspond au fragment d'intérêt. Et c'est cette partie qui doit être amplifiée. C'est important de connaître la composition de ces segments ou de ces fragments d'ADN ou d'ARN, puisque c'est cette composition qui fera en sorte que vous puissiez designer les primers ou les amorces spécifiques qui vont être utilisés pour le diagnostic. Par exemple, sur le virus Mpox, vous avez les deux œillets latéraux. Il y a des gènes qui codent pour les œillets latéraux. Si vous voulez détecter les gènes qui codent pour les œillets latéraux, vous devez aller sur les génomes de ces virus et choisir la séquence ou le fragment de l'ADN qui correspond à la zone qui code pour les œillets latéraux ou pour les parties, ou pour les protéines de surface, etc. C'est comme ça qu'on définit les cibles moléculaires. Et sur cette image, quand j'essaie de mettre le zoom, vous voyez que cet ADN ici a plusieurs fragments, d'accord? Plusieurs séquences. Et ces séquences correspondent toutes à l'expression des enzymes ou des protéines. Par exemple, cette séquence ici peut être impliquée dans la synthèse de la polymérase. Celle-ci, elle peut être impliquée, par exemple, dans une enzyme, dans la synthèse d'une enzyme, etc. Et donc, en désignant les cibles moléculaires, on va uniquement choisir les cibles d'intérêt et il est préférable de choisir les cibles non variables. Pourquoi les cibles non variables? Parce que les virus sont caractérisés par des phénomènes que l'on appelle les mutations, les changements qui arrivent au sein de leurs acides nucléiques et ces changements se manifestent sur certains éléments de la particule virale. Ça peut être les protéines de surface, ça peut être les hémagglutinines, ça peut être les antigènes des surfaces et leur expression. Et donc, si vous choisissez un fragment d'intérêt qui est variable, qui est changeable, ça signifie que quand le virus subit une mutation, votre cible moléculaire est en train de bouger, elle est flottante. Et quand elle bouge, ça signifie qu'on peut la détecter ou on ne peut pas du tout la détecter selon qu'elle est présente ou pas. Alors, la conséquence est que quand vous utilisez les outils moléculaires tels que les PCR, par exemple, vous devez être le plus précis possible pour que votre détection marche. Et si votre détection pose des problèmes particuliers, par exemple en ce qui concerne la détection, vous ne serez pas en mesure de pouvoir détecter correctement. Si le virus subit une mutation, par exemple, sur ce segment ici des protéines et que ce segment ou ces fragments ici étaient le fragment cible de vos tests moléculaires, il suffit que ces fragments subissent quelques mutations, vos tests moléculaires ne seront plus du tout sensibles parce qu'ils ne vont plus le voir, ils ne vont plus l'accrocher, ils ne vont plus le détecter. Pourtant, les virus laissent le même. En faisant votre PCR sera négative par manque d'accord de sensibilité ou par manque de spécificité des fragments cibles que vous avez détectés, vous avez déterminés. Pourtant, le virus est toujours présent. Et comme vous ne pouvez pas détecter l'ensemble du virus, dans ces cas, par exemple avec les PCR, vous allez manquer les fragments d'intérêt simplement parce qu'il a été modifié par les virus à cause des phénomènes qu'on appelle les mutations. Voilà pourquoi on commence toujours par étudier les virus dans son intégralité, ce qu'on appelle le whole genome sequencing. Vous produisez le génome, le matériel génétique du virus en son entièreté. Vous étudiez les différentes parties du génome, celles qui changent, celles qui ne changent pas, celles qui varient et celles qui ne varient pas. Et au final, quand vous avez tous les éléments de décision, maintenant vous allez choisir quelles sont les cibles moléculaires. Alors, nous allons parler de la microscopie et de la culture cellulaire comme éléments de diagnostic direct.
La culture cellulaire, au fait, c'est le fait de pouvoir utiliser des échantillons qui sont suspects ou qui sont susceptibles de contenir les pathogènes et de les mettre en culture, en fait, de pouvoir les mettre dans des cellules particulières pour que ces pathogènes, notamment les virus, puissent se multiplier en même temps que ces cellules biologiques que vous avez utilisées sont en train de se multiplier. C'est ça le principe. Et donc, pour faire la culture cellulaire, je suis allé directement, straightforward, directement pour parler des lignées cellulaires. On utilise ce qu'on appelle les lignées cellulaires continues. Les lignées cellulaires continues avec un nombre de passages illimité. C'est quoi un nombre de passages? Le passage, c'est le nombre de mitoses que possède une cellule. Nous savons, nous tous, que nos cellules animales ou végétales ont des capacités de mitose limitées dans le temps. Et c'est ça qu'on appelle en virologie ou en culture cellulaire les passages. Ainsi donc, pour avoir des cellules qui se multiplient de manière indéfinie, on doit pouvoir apporter une modification à ces cellules ou prendre des cellules qui ont une capacité illimitée et les utiliser. Ce sont ces cellules qui ont des capacités illimitées que l'on appelle les lignées cellulaires. Et donc, le passage, c'est le nombre de mitoses ou des divisions cellulaires. Voici, par exemple, une lignée cellulaire avec une monocouche de cellules, avec des noyaux que vous reconnaissez, des structures ovalaires avec les cellules sont des formes polygonales et le cytoplasme est bleuâtre. Ça, c'est un tapis qui est très uniforme parce que les cellules sont adjacentes les unes aux autres. Vous souvenez de votre histologie, les tight junctions, les jonctions serrées qui lient les cellules les unes aux autres. Et quand vous faites la culture cellulaire, vous allez avoir ce type de cellules, les lignées cellulaires, soit dans des flacons, dans des bouteilles ou sur une plaque où vous le mettez et vous allez prendre l'échantillon, vous allez l'inoculer avec les lignées cellulaires. Et une fois que vous l'avez inoculé, non, vous allez prendre l'échantillon que vous allez inoculer dans les lignées cellulaires. Les lignées cellulaires peuvent être contenues dans un flacon, dans une tube, dans une boîte de pétri, ça dépend. Ensuite, vous prenez votre échantillon, vous inoculez et vous allez observer, parce que ces cellules ont une capacité de mitose indéfinie, elles vont commencer à se multiplier, à se multiplier, à se multiplier. Et quand elles se multiplient, le virus aussi se multiplie. Pourquoi? Parce que les virus se répliquent. Pourquoi? Parce que les virus se répliquent mieux dans les cellules qui sont en mitose. Et donc, pour que les virus puissent subir une réplication, il faut que l'acide nucléique, l'ADN, puisse se répliquer. Ensuite, les ARN messagers puissent être produits, des protéines, etc. Ce qui fait que les virus ont besoin de cellules qui subissent les mitoses pour pouvoir bien s'y multiplier. Et maintenant, ici, le principe de la culture cellulaire est qu'on utilise les cellules qui ont un pouvoir mitotique important, de sorte qu'elles vont continuer à se répliquer. Et les virus, puisqu'il va se répliquer indéfiniment, il va commencer à produire ce qu'on appelle les effets cytopathiques ou les effets cytopathogènes. Et ce sont finalement ces effets cytopathogènes, cytopathiques que l'on observera après quelques jours d'incubation. En microscopie optique et on fera des tests complémentaires tels que la séroneutralisation, l'inhibition de l'agglutination, etc., pour confirmer la spécificité de tel ou tel autre pathogène. Ceci suppose que vous avez un milieu de culture, c'est un milieu en général qui est supplémenté, qui est riche en nutriments. Les nutriments dépendent du type de milieu que vous utilisez, du type de culture cellulaire que vous voulez faire. Vous pouvez avoir des facteurs de croissance, vous pouvez avoir du sérum animal, vous devez, les milieux utilisés pour la culture doivent être évidemment à une température adéquate. Les bonnes températures pour la plupart des pathogènes qu'on utilise en virologie humaine, c'est autour de 37 degrés qui correspond à la température de notre organisme. Ces milieux doivent également avoir une pression osmotique optimale et des pH qui conviennent à différentes cellules. Bien sûr, je l'ai dit sur la dia précédente, vous pouvez utiliser les boîtes de pétri, les tubes, etc. Et ces milieux doivent toujours avoir ce qu'on appelle un tampon. Un tampon, c'est un élément biochimique qui s'oppose à une variation brusque des pH parce que il y a des virus qui croissent mieux dans un milieu alcalin, d'autres dans un milieu neutre, d'autres dans un milieu acide. Et donc, vous avez la responsabilité d'avoir un tampon qui maintient le pH sans trop de variations. Et en général, vous utilisez les monocouches.
d'accord, peuvent être suspendus dans un milieu dont j'ai parlé. Et le milieu peut être également agité ou il peut être fixe, hein. Ça dépend du type de technique que vous utilisez. Alors, sachez que les lignées cellulaires continues, en fait, elles résultent de l'immortalisation des cellules humaines ou alors des cellules animales. Vous pouvez le faire au laboratoire ou dans l'organisme humain, etc. Et cette immortalisation des cellules humaines ou animales, c'est fait par, en général, un agent chimique, un agent cancérisant, un agent capable de provoquer un cancer. Le cancer, c'est une prolifération anarchique et illimitée des cellules. C'est ça un cancer. Et donc, dans la culture cellulaire, on va cancériser les cellules biologiques que l'on veut utiliser pour la culture. On va leur injecter un agent chimique qui provoque un cancer et ces cellules vont être déréglées pour qu'elles aient un pouvoir mitotique illimité, un pouvoir de faire des mitoses sans s'arrêter. Et c'est ces phénomènes-là que l'on va observer qui, en fait, va produire des lignées cellulaires continues. Mais on utilise parfois aussi des virus. Vous savez qu'il y a des virus qui sont oncogènes, qui ont une capacité de modifier le génome des cellules qu'elles infectent pour leur donner ou pour leur conférer une capacité de mitose illimitée. Alors, on peut utiliser évidemment le virus qui provoque des cancers et on aura des cellules cultivables indéfiniment. Pourquoi? Parce que les mitoses vont continuer et les multiplications ne vont jamais s'arrêter. Et donc, parmi ces cellules, il y en a plusieurs, hein. Au laboratoire, il y en a plusieurs. Par exemple, les cellules HeLa. Les cellules HeLa, ce sont des cellules, les lignées cellulaires. Les cellules HeLa proviennent des cancers du col chez la femme. On a pris des femmes qui ont des cancers du col. On a prélevé une partie de ces cellules parce qu'elles ont une capacité illimitée. On les a purifiées au laboratoire et ces cellules gardent leur capacité mitotique et on va les utiliser. Il y a les Tree qui sont les lignées cellulaires qui proviennent des fibroblastes et des souris, par exemple. Il y a les cellules Vero. Vero, c'est Vervet Origin. Vervet, c'est un singe, le singe vert, qu'on trouve beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Et on prélève en général l'épithélium de son rein que l'on va immortaliser pour avoir les cellules Vero. Et les cellules Vero sont utilisées beaucoup dans la culture cellulaire. Mais il y a plusieurs types de cellules Vero. Par exemple, pour les Mpox, on utilise ce qu'on appelle les BCRJ 0245. C'est ça le code qui correspond aux cellules Vero qu'on utilise en culture cellulaire, mais il y en a bien d'autres qu'on peut utiliser. Alors, j'ai essayé de résumer comment est-ce qu'on confectionne les lignées cellulaires. Au départ, vous avez les cellules normales, humaines ou animales. Vous les soumettez à une première culture. Et quand vous les cultivez, les cellules se répliquent, se reproduisent et donnent une autre lignée cellulaire. C'est ça qu'on appelle la culture primaire. La culture primaire, on prélève ces cellules, quelques-unes, et on les met dans un autre milieu de culture. Ces cellules se reproduisent encore pour nous donner ce qu'on appelle les lignées cellulaires. Ensuite, on immortalise ces lignées cellulaires avec un agent chimique ou alors un virus, ce qui fait qu'on obtient maintenant des lignées cellulaires continues ou des lignées cellulaires indéfinies. Tout comme on peut prélever directement les cellules cancéreuses chez l'homme ou chez l'animal, un animal qui a un cancer de tel organe, de tel tissu. On prélève ces cellules cancéreuses, on les maintient pour qu'elles gardent leur pouvoir mitotique et elles deviennent des lignées cellulaires continues. Et ce sont ces cellules qu'on utilisera en culture cellulaire. Sur cette image, je vous montre quatre éléments. Le premier à gauche, c'est les lignées cellulaires qui n'ont pas encore été, en fait, des cellules Véro qui n'ont pas encore été inoculées. Ça, c'est A. Sur les B, les lignées cellulaires ont été inoculées avec un échantillon positif et 3 jours après, regardez que ça, c'est l'architecture qui est uniforme de cette cellule. Quelques jours après, cette architecture commence à se démonter. Il y a des îlots de cellules qui se forment. Pourquoi? Parce que les virus commencent à se répliquer. Quand ils se répliquent, ils créent ce qu'on appelle un effet cytopathique ou un effet cytopathogène. Et quand l'effet cytopathogène arrive, il détruit l'architecture des cellules. On ne reconnaît plus l'architecture normale qu'on a ici, par exemple, à gauche. Et puis, au point C, c'est, voilà, plusieurs jours après, on a regardé la destruction d'une bonne partie du tapis cellulaire qu'on a. Il y a des amas de cellules qui ont été détruites et il se forme aussi des amas. Et sur le point D, regardez, plusieurs jours après,
On a le tapis cellulaire qui a été détruit et il y a des cellules qui ont tendance à se regrouper en amas. C'est ça qu'on appelle la formation des syncytiums ou des cellules géantes multinucléées qui, en fait, est une fusion de plusieurs cellules. Et regardez, la structuration normale du tapis cellulaire a été détruite. Donc ici, on observe deux effets cytopathiques. D'abord, la destruction ou le décollement du tapis cellulaire, mais également la formation des syncytiums. Je reviens avec cette image, je mets en zoom des lignées cellulaires normales qui viennent d'être inoculées, c'est encore vierge. Et progressivement, regardez comment les lignées commencent, l'architecture commence à être détruite parce que les cellules sont en train sont infectées par le virus qui est en train de se répliquer et de modifier leur architecture. Dans mon cours de virologie générale, j'ai donné les détails de la façon dont l'architecture cytologique de la cellule est bouleversée par les différents changements qui sont opérés suite à la présence du virus. Et regardez ici, les effets cytopathiques ont été tellement importants qu'ils ont détruit tous les tapis cellulaires. On a une destruction des tapis cellulaires avec formation des cellules géantes. C'est ça, les cellules géantes multinucléées. Au fait, ce sont des amas de cellules qui se mettent ensemble. C'est ça qu'on appelle les syncytiums. Plusieurs, ça s'appelle syncytia. Et donc, cet effet cytopathologique, pathogène est la résultante de l'action du virus. Il suffit de prendre ces cellules, d'accord, de les identifier avec les antisérums spécifiques ou alors avec des réactifs spécifiques. Vous allez découvrir ou détecter le virus. Voilà, c'est de ça que je parlais. En culture cellulaire, on peut également utiliser l'œuf embryonné. L'œuf embryonné, c'est l'œuf qui a été fécondé. Cet œuf peut être inoculé à différents endroits. On va voir l'anatomie de l'œuf pour comprendre que l'œuf a plusieurs composantes. Hein, vous le mangez uniquement pour les omelettes, mais sachez que les œufs ont une anatomie très différente et qui permettent d'exploiter les différentes couches ou les différentes zones pour pouvoir inoculer les virus. Nous avons la membrane, par exemple chorioallantoïque. D'accord? Elle est là ici, là où il y a mon curseur. Je vais essayer de mettre les zooms pour que vous voyez. Voici l'œuf. Voici la membrane chorioallantoïque. Vous pouvez inoculer les virus sur la membrane chorioallantoïque. Vous incubez les œufs à température recommandée. Pendant X jours ou Y jours, le virus va se développer sur cette membrane. Cette membrane va changer de forme et vous allez prélever une partie de cette membrane pour observer en microscopie et voir l'effet cytopathogène. Par exemple, les herpès virus, les pox virus, vous les inoculez au niveau de la membrane chorioallantoïque. Vous pouvez inoculer la cavité amniotique, par exemple le virus de la grippe ou les virus des oreillons. Vous pouvez utiliser le jaune d'œuf pour l'inoculation. Vous pouvez utiliser la cavité allantoïque. Vous pouvez utiliser l'albumine. Ça dépend du type de virus et du type de technique que vous avez. Quoi qu'il en soit, vous devez être très formé et très spécialisé parce que pour inoculer les œufs ou l'œuf embryonné, il faut savoir comment on tient son aiguille. Et regardez les angles d'abord que l'on a quand on veut aller dans la cavité allantoïque. Comment est-ce qu'on place son aiguille? Quand on veut aller sur la cavité chorioallantoïque, les jaunes d'œufs, qu'est-ce qu'on fait exactement? Et bien sûr, vous allez étudier l'effet cytopathogène plusieurs jours après l'incubation. Vous pouvez avoir des lésions qui apparaissent sur la membrane sur laquelle vous avez inoculé les virus. Vous pouvez avoir, si vous avez inoculé votre virus dans la cavité amniotique et qu'il y a des anticorps, les hémagglutinines peuvent facilement s'exprimer sur les cellules et vous allez prélever ces liquides avec les hémagglutinines et vous allez les soumettre à des antisérums spécifiques. Dès qu'il y a agglutination, vous pouvez confirmer la présence du virus. Vous pouvez également identifier, utiliser les antisérums spécifiques, etc. Vous pouvez même faire l'inhibition de l'hémagglutination. La microscopie, je l'ai déjà dit, la microscopie optique, elle est utilisée en culture cellulaire essentiellement pour voir les cellules qui ont été infectées ou inoculées par les virus. Mais la plupart des virus sont au-delà du pouvoir de résolution du microscope optique. Bien sûr, il y a quelques virus qui sont un peu plus gros, comme les bactéries qui peuvent être visibles, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des virus sont au-delà du pouvoir de résolution des microscopes optiques. Donc, on doit utiliser un autre type de microscopie. N'empêche que la microscopie optique serve en culture cellulaire pour observer les effets cytopathogènes ou on utilise un microscope à fluorescence pour détecter, par exemple, la fluorescence qui serait émise
suite à une réaction antigène-anticorps. On peut utiliser la microscopie, mais il y a d'autres types de microscopes. Par exemple, le microscope électronique qui vous montre la particule virale, les microscopes confocales qui vous donnent les images, par exemple, en 3D, les microscopes à cryoélectrons qui utilisent une technologie du froid pour reconstituer les images en 3 dimensions des particules virales. Par exemple, ici, en blanc, vous avez les images de la microscopie électronique des différentes particules virales. Ici, le virus, c'est l'hépatite B avec des grosses particules ici et les filaments allongés qui, en réalité, ce qu'on appelle les pseudoparticules parce qu'ils n'ont pas d'ADN à l'intérieur. Vous pouvez avoir plusieurs autres particules et regarder comment est-ce que sur un microscope confocal ou un microscope à cryoélectrons, vous avez les images en 3D du virus qui se reconstitue. Tout ceci est du diagnostic direct. Dans ces diagnostics directs également, on va parler des tests moléculaires et je vais commencer par les tests moléculaires classiques. Les tests moléculaires classiques commencent par ce qu'on appelle l'extraction des acides nucléiques. Souvenez-vous, les virus qu'on étudie, ils peuvent avoir comme matériel génétique l'ADN ou l'ARN. Ici, pour l'Mpox, il s'agira de l'ADN, parce que c'est un virus à ADN. Alors, avant d'amplifier le, le matériel génétique du virus, vous devez d'abord l'extraire. L'extraire, pourquoi? Parce que le virus est intracellulaire obligatoire. Les échantillons contiennent le virus, mais le virus est majoritairement dans les cellules, même si dans les liquides extracellulaires tels que la salive, les sécrétions oropharyngées, vous pouvez l'avoir. Mais même quand il est là, le virus a une capside et l'acide nucléique du virus est contenu dans une capside. Ce qui fait qu'il faut détruire la capside ou la nucléocapside et toute la structure pour libérer l'acide nucléique. Voilà pourquoi on a besoin de faire le processus d'extraction, d'extraire les acides nucléiques. Alors, une fois qu'on les a extraits, on va maintenant les purifier pour les avoir en quantité, de manière pure et pouvoir les amplifier. Et donc, retenez pour les extractions des acides nucléiques 3 étapes clés. La première étape, c'est la lyse. La lyse, c'est la destruction des cellules, hein, d'accord, des cellules, les membranes cellulaires, y compris les noyaux, les organites, pour libérer tous les contenus et libérer en même temps les acides nucléiques, qui peut être l'ADN ou l'ARN. Souvenez-vous, pendant cette lyse, il y a également l'ADN de l'hôte, la cellule hôte qui est libérée. Il y a les ARN de l'hôte qui sont également libérés. Donc, au moment où vous allez faire votre extraction, vous allez extraire l'ensemble de tous ces éléments, donc des acides nucléiques. Alors, une fois qu'on fait la liste, on utilise ce qu'on appelle les agents chaotropiques, les agents capables de pouvoir détruire les membranes cellulaires et de libérer l'ADN. Alors, ça signifie qu'il y a une rupture mécanique et parfois enzymatique des cellules pour libérer ce matériel génétique. Alors, quand vous avez libéré l'ARN ou l'ADN, sachez que vous avez également libéré des protéines, des enzymes. Et certaines enzymes ont la capacité de pouvoir digérer les ADN. Alors, les ADN peuvent être déjà libérés par les autres enzymes que vous avez libérées. Voilà pourquoi on ajoute dans certains milieux la protéinase K. Pourquoi? Pour permettre de digérer certaines protéines cellulaires, d'éliminer d'autres, afin que l'ADN puisse être libéré et ne puisse pas être altéré. La deuxième étape, il s'agit de la précipitation. Et la précipitation, vous nettoyez cet ADN, en fait, vous séparez l'ADN ou l'ARN des débris cellulaires en y ajoutant de l'alcool. L'alcool va précipiter l'ADN au fond de ce qu'on appelle une colonne de silice. La colonne de silice, c'est un tube avec une membrane de silice au fond. Le silice a la capacité, sous l'influence d'alcool, de pouvoir fixer les ADN ou les ARN au fond de la colonne pour que c'est une fixation réversible. Pendant que vous faites vos lavages, vous utilisez une solution de lavage, vous aurez fixé votre acide nucléique sur la colonne ou à la membrane des silices. Et à la fin des processus de lavage, vous allez maintenant purifier, éliminer tous les débris restants et le matériel indésirable. Et vous n'aurez au fond de la colonne des silices que l'ADN ou l'ARN. Et à la fin, vous allez maintenant prendre ce qu'on appelle un tampon d'élution. Vous allez éluer, vous allez mettre ce tampon d'élution sur la colonne des silices et vous allez faire une centrifugation. Le matériel ou l'ADN qui avait été longtemps retenu sur la colonne des silices à cause de l'action de l'alcool
Au moment où vous allez centrifuger à blanc, vous allez éliminer l'excès d'alcool ou l'alcool, vous allez mettre maintenant un éluant qui peut être l'eau de PCR ou une autre substance. L'éluant va enlever maintenant l'ADN ou l'ARN qui était fixé sur la colonne des sinus et va l'amener dans le tube. Et maintenant, vous avez votre ADN ou votre ARN prêt maintenant pour l'étape d'après qui est l'amplification. L'amplification, c'est ça qu'on appelle la PCR, hein, l'amplification des acides nucléiques. Vous avez la technique de PCR que vous utilisez pour ça. La PCR a pour principe de pouvoir amplifier une ou quelques copies d'acide nucléique spécifiques pour en générer des milliers, voire des millions. C'est ça le rôle de la PCR. Prendre un échantillon qui contient très peu d'acide nucléique pour amplifier afin d'en faire des millions. C'est ça le rôle de la PCR. Souvenez-vous, je vous ai dit que quand on fait des PCR, on a toujours un fragment d'intérêt. C'est celui qui est en rouge, les fragments d'intérêt. Ce n'est pas tout l'ADN du pathogène que vous allez amplifier parce qu'il est très grand. Sauf si vous le séquencez, vous ferez ce qu'on appelle le whole genome sequencing. Mais dans le cas de l'amplification, vous n'amplifiez que la séquence cible, la séquence d'intérêt. Voici par exemple cet ADN qui est en noir, mais l'ADN cible est en rouge. Et vous allez amplifier cet ADN dans une machine qu'on appelle le thermocycleur. Le thermocycleur, en grec, thermos, ça signifie température, chaleur. Et le thermocycleur, c'est un appareil qui est capable de générer les différentes températures, les différentes chaleurs en répétant les cycles plusieurs fois. C'est ça un thermocycleur. C'est ce qu'on appelle la machine PCR. Alors, quand vous mettez votre ADN, d'accord, ou vos extraits d'ADN ou d'ARN, mais de toute façon, on va expliquer, ils vont être amplifiés. Et quand ils sont amplifiés, le premier cycle, par exemple, quand vous en avez un, il va vous donner deux. Le deuxième cycle, quand vous en avez deux, celui-ci, il donnera deux, celui-là donnera deux. Et au deuxième cycle, vous en aurez deux exposant deux, ce qui vous fait quatre. Au troisième cycle, vous aurez celui-ci qui donne 2, ce fragment qui donne 2, ce fragment donne 2, ce fragment donne 2 et 2 exposant 3, ça fera 8. Quand vous aurez fait 4 cycles, vous aurez déjà 16 copies. Et à cette allure, de manière exponentielle, quand vous aurez atteint 35 cycles, vous allez produire par exemple 34 milliards de copies. C'est ça le principe de la PCR. Partir d'un seul fragment et obtenir des milliers ou des millions de fragments d'ADN. C'est ça le principe de la PCR. Alors, sachez qu'il existe plusieurs types de PCR. Plusieurs. Ce n'est pas toutes les PCR dont je parlerai, mais il y a quelques-unes. Il existe des PCR, par exemple, colonies que l'on utilise. Ceux qui sont dans la salle avec vous en bactériaux, la technique de CDC, ils utilisent des PCR colonies. Vous pouvez utiliser la nested PCR ou la PCR nichée. Vous avez les PCR multiplex. Vous avez d'autres que j'ai listés ici. Je n'ai pas besoin de les répéter. Vous pouvez également utiliser la Reverse Transcriptase PCR, la RT-PCR, R majuscule, T majuscule. Vous pouvez utiliser la Real-Time PCR, la PCR en temps réel, RT minuscule. Vous pouvez également utiliser la PCR conventionnelle. Donc, il y a plusieurs types de PCR qu'il faut connaître. Quand on dit PCR, c'est Polymerase Chain Reaction, réaction en chaîne polymérisée. Mais ça reste un terme générique pour désigner tout ce que vous voyez ici. Mais en fait, la PCR peut varier selon ce que l'on veut faire et selon le pathogène que l'on veut. Alors, quelles sont les étapes de la PCR? Dans la PCR, tout dépendra de ce que vous voulez faire. Si vous avez, au départ, avant de faire une PCR, vous devez faire ce qu'on appelle l'extraction des acides nucléiques. Ici, en anglais, c'est écrit isolation. Ici, c'est l'ARN. On veut isoler l'ARN, mais ça peut être aussi l'ADN. Donc, vous devez d'abord faire l'extraction. Quand vous avez fini l'extraction, maintenant, vous pouvez amplifier. Sachez que les organismes que vous voulez extraire peuvent être les ADN ou ça peut être les ARN. Quand c'est l'ARN, conformément au dogme central de la génétique, l'ADN peut être transcrit en ARN ou en ARN messager. Les ARN messagers peuvent être traduits en protéines. Ça, c'est le dogme central de la génétique. ADN donne des, non, l'ADN donne des ARN ou des ARN messagers.
Les ARN donnent des protéines. Ça, c'est le dogme central de la génétique. Mais il existe ce qu'on appelle le dogme modifié. Je n'ai pas mis la diapositive. Dans les dogmes modifiés, l'ADN peut donner l'ARN. L'ADN peut donner l'ARN. L'ARN donne des protéines. Mais dans le dogme génétique modifié, l'ARN peut donner l'ADN par ce qu'on appelle l'action d'une enzyme, la transcriptase inverse ou la rétrotranscriptase. Donc, vous pouvez avoir l'ARN et vous le rétrotranscrivez ou vous le convertissez en ADN pour parler votre langage en ADN. Alors là, vous avez ce qu'on appelle les dogmes modifiés de la génétique. Mais dans les dogmes modifiés, l'ARN est également capable de se répliquer pour donner un autre ARN. Qu'est-ce que ceci implique? Ceci implique que quand vous avez des organismes à ADN, vous faites directement la PCR. Mais quand vous avez des organismes à ARN, par exemple le SARS-CoV-2, le VIH, vous voulez faire la PCR, cette PCR, après l'extraction de l'ARN, inclura une étape où vous devez rétrotranscrire cet ARN que vous avez isolé en ADN. Et ensuite, une fois que vous allez rétrotranscrire en ADN, et cet ADN va subir maintenant le processus d'amplification normale. Donc, la PCR, c'est la succession de manière continue des trois processus ou des trois phénomènes. Un, la dénaturation. Deux, l'hybridation qu'on appelle annealing, le moment où les primers vont s'accrocher sur les seuls fragments d'intérêt. Et trois, l'élongation, hein, en anglais extension, le moment où la polymérase commence à allonger les paires de bases. Donc, la PCR, c'est trois choses: la dénaturation, l'hybridation et l'élongation. Mais pour avoir la dénaturation, on doit avoir un ADN. Ça signifie que si votre organisme de départ avait produit un ARN, ça signifie que vous devez convertir ou rétrotranscrire cet ARN d'abord en ADN. Alors, l'ARN qui est rétrotranscrit en ADN ou qui devient ADN est appelé ADN complémentaire ou ADN-C, en anglais cDNA, un petit c avec l'ADN majuscule. Quand vous voyez un C minuscule avec l'ADN ou cDNA, ça signifie qu'au départ, c'était un ARN qui a été rétrotranscrit en ADN. Alors, ça s'appelle l'ADN complémentaire. En résumé, donc, la PCR, c'est la répétition des trois étapes: dénaturation, hybridation et élongation. Avant tout ceci, vous devez d'abord faire l'extraction. Vous faites l'extraction, manuelle ou automatisée. Ensuite, vous faites les trois. La PCR, ça sera dénaturation, hybridation, élongation plusieurs fois. C'est ça qui va vous donner des millions ou les milliers de copies. Mais il peut aussi arriver que le matériel génétique que vous voulez extraire n'est pas l'ADN, mais l'ARN. Quand c'est l'ARN, vous ferez toujours l'extraction. Mais après l'extraction, vous allez d'abord rétrotranscrire l'ADN, non, l'ARN que vous avez, en ADN complémentaire, ce qu'on appelle le cDNA. Ensuite, maintenant, vous allez poursuivre les processus de dénaturation, hybridation, élongation autant de fois. C'est ça, la PCR. Alors, j'ai mis le résumé. L'ADN complémentaire cDNA ou ADN-C, c'est l'ADN qui est synthétisé à partir d'un brin d'ARN suite à l'action d'une enzyme qu'on appelle la rétrotranscriptase ou la transcriptase inverse ou la transcriptase réverse. Donc, vous avez trois mots ou trois termes. Transcriptase réverse, c'est un peu l'anglais, reverse transcriptase. Transcriptase inverse ou rétrotranscriptase, c'est la même chose. Et la RT ou la rétrotranscriptase, c'est l'enzyme qui catalyse cette action-là. Reverse transcriptase, c'est l'enzyme qui fait la rétrotranscription de l'ARN en ADN. Maintenant, la PCR, c'est un mot générique qui dit simplement que c'est une réaction en chaîne polymérisée où on a un fragment d'acide nucléique et on en fait des milliers ou des millions. Avec l'événement des Covid, vous avez entendu, hein, lors des Covid, Covid voyage, tout le monde parlait des PCR, même les politiciens, tout le monde s'en est mêlé. Chacun te demande le PCR, c'est quoi, c'est ceci, c'est cela, c'est bien. Sachez que la PCR, c'est un nom générique. C'est vague, ça ne veut rien dire. Pour nous, les biologistes ou médecins biologistes, techniciens, quand quelqu'un dit PCR, c'est bien, on est content. Mais il n'a rien dit au fait, parce que la PCR peut être différente. Lorsque vous faites une PCR uniquement pour détecter l'échantillon, pour dire que l'échantillon est positif ou négatif, sans rien d'autre, ça s'appelle une PCR qualitative. Dire c'est blanc ou noir.
positif ou négatif. Ça, c'est une PCR qualitative. Lorsque vous faites la PCR pour qu'à la fin, vous puissiez avoir des résultats qui peuvent être quantifiés, soit sous forme de valeurs CT, soit sous forme de fluorescence ou toute autre unité, ça s'appelle une PCR quantitative. Et donc, à chaque fois que vous avez une PCR, quand la PCR est quantitative, elle est toujours précédée d'un Q devant. Quand vous voyez un Q devant pour dire QPCR, ça signifie une PCR quantitative. La PCR, c'est un mot vague qui signifie réaction en chaîne polymérisée, c'est bon. Mais quand on dit QPCR, ça signifie c'est une PCR où à la fin de la manipulation ou de l'exercice, vous avez une quantification des acides nucléiques. C'est ça, la PCR quantitative. C'est très important. Je mets la signification et vous, vous retiendrez ça et on fera l'exercice avec vous si c'est possible. qPCR, qPCR, ça signifie Quantitative Polymerase Chain Reaction, une PCR quantitative. Hein? C'est ça, Polymerase Chain Reaction PCR quantitative. C'est ça la qPCR. Ça, c'est bien. Ça peut être aussi une PCR tout court pour dire positif et négatif. Ça, c'est une PCR qualitative. Mais ici, quand elle arrive à vous donner des chiffres, des valeurs, d'accord, ça devient une PCR quantitative. Mais la PCR quantitative peut concerner les organismes à ARN. Par exemple, quand vous faites la PCR du SARS-CoV-2, qui est un virus à ARN, quand vous faites la PCR du VIH, la PCR de la rougeole, de la rubéole, la PCR des oréons, la PCR du rotavirus, etc., ce sont des organismes à ARN. Lorsque vous faites la PCR des organismes à ARN, vous devez d'abord, après l'extraction, faire directement de manière automatisée ou séparément le processus de rétrotranscription grâce à une enzyme qu'on appelle la rétrotranscriptase. Et donc, toute PCR qui implique les organismes à ARN, on l'écrit comme ceci, RT majuscule, PCR, ça signifie une PCR à transcriptase inverse ou à transcriptase reverse. Voilà pourquoi il y a R et T en majuscule, reverse transcriptase PCR. Quand vous lisez comme ceci, sachez qu'il s'agit d'une PCR des organismes à ARN au départ. Voilà pourquoi vous avez la RT. Maintenant, cette PCR des organismes à ARN peut être qualitative ou quantitative. Quand elle est qualitative, on écrira RT-PCR tout court. Ça signifie, ça devient un nom générique. Ça signifie, on fait une PCR des organismes à ARN. Alors, c'est un nom générique. Si par contre, elle arrive à vous donner les quantifications pour dire par exemple les valeurs CT, la fluorescence, les RFU, etc., là, cette PCR devient quantitative. Alors, quand elle est quantitative, vous écrirez cette fois-là RT en majuscule, vous mettez Q pour dire quantitative et puis vous mettez PCR. Alors, en écriture, voici ce que j'ai mis. Donc, ça donnera reverse transcriptase, pour la RT en majuscule, ça veut dire reverse transcriptase, quantitative, si c'est quantitatif, PCR. Ça, c'est très important. Vous pouvez aussi avoir une PCR qui vous permet d'afficher directement les résultats sur l'écran. Parce que ce n'est pas dans toutes les PCR que l'on affiche directement ou qu'on obtient les résultats affichés sur l'écran. Lorsque vous faites la PCR conventionnelle ou alors d'autres PCR, vous finissez par avoir ce qu'on appelle le produit PCR. Et le produit PCR, vous pouvez le séquencer pour avoir finalement les fragments, pour avoir l'identité du pathogène ou du virus que vous voulez isoler, ou identifier, pardon. Dans ces cas, vous faites la PCR conventionnelle. Mais toute PCR dans laquelle les résultats s'affichent à l'écran, ça s'appelle une PCR en temps réel. Et en anglais, ça s'écrit RT en minuscule, RT en minuscule, PCR. Quand vous voyez R et T en minuscule, ça signifie c'est une PCR en temps réel. Une PCR pour laquelle, à la fin de la PCR, les résultats seront affichés pour permettre à l'opérateur de lire les résultats de manière visible. Alors,
Cette PCR en temps réel où vous avez les résultats qui sont affichés sur l'écran peut être qualitative ou quantitative. Quand elle est qualitative, on écrira RT en minuscule PCR. Par contre, cette PCR en temps réel qui affiche les résultats peut devenir quantitative. Et quand elle est quantitative, vous ajouterez un Q. Vous écrirez cette fois-ci RT en minuscule, Q pour dire quantitative, et ensuite vous mettez PCR. Très important. Mais les choses ne sont pas aussi gentilles que celles-là, elles peuvent être un peu plus complexes. Vous pouvez avoir cette même PCR qui est une PCR, d'accord? À rétrotranscriptase, ça signifie une PCR des organismes à ARN, pour lesquels on fera d'abord une transcriptase inverse avant, bien sûr, d'amplifier. Ça sera une RT-PCR. Donc, vous pouvez avoir une PCR des organismes à ARN. Il n'y a pas de problème. Mais cette PCR des organismes à ARN peut être aussi en temps réel. Ça veut dire qu'elle peut vous afficher les résultats. Mais à part le fait d'être en temps réel, elle peut être aussi quantitative. Elle va vous quantifier. Par exemple, le cas du GenExpert que vous allez utiliser dans votre formation. Du coup, pour Ebola, et GenExpert pour Ebola, parce que pour Mpox, ça s'écrira différemment. Alors, du coup, vous aurez une RT, ça veut dire une PCR en temps réel, vous aurez les résultats affichés. Quantitative, parce que les résultats seront quantifiés. Et ça utilise les principes de la transcription reverse ou reverse transcriptale si ce sont des organismes ARN et vous aurez cela en même temps. Alors, vous l'écrirez RT avec Q, RT majuscule PCR ou d'autres auteurs écrivent R comme ceci, RT Q PCR pour dire la PCR en temps réel à transcriptase inverse qui peut être quantitative ou pas. Vous voyez que la dénomination PCR est vague, mais en fait, elle est très détaillée et très précise selon ce que vous voulez faire et selon ce que vous voulez utiliser. Et donc, je voudrais que vous reteniez ceci. Quel que soit l'organisme que l'on utilise, quel que soit l'acide nucléique que l'on utilise, ADN ou ARN, en biologie, aucun ADN, aucun ARN ne peut commencer sa réplication tout seul. Ils ont toujours besoin d'un fragment d'ADN, d'une courte séquence d'ADN ou d'ARN qu'on appelle le primer. Primer, c'est en anglais, to prime, ça signifie démarrer. En français, ça s'appelle une amorce. Et donc, n'importe quel acide nucléique, ADN ou ARN, que ce soit in vivo ou in vitro, que ce soit dans notre organisme ou au laboratoire, les acides nucléiques ne peuvent jamais se multiplier seuls. Il faut toujours qu'ils soient déclenchés, provoqués par quelque chose qu'on appelle le primer ou l'amorce. Et donc, l'amorce, c'est une courte séquence d'ADN ou d'ARN qui est utilisée pour amorcer la synthèse de l'ARN ou de l'ADN, que ce soit in vitro ou in vivo. Alors, lorsque vous faites la PCR en temps réel, la PCR où vous avez les images qui doivent s'afficher devant vous, il y a quelque chose d'additionnel qui intervient dans les milieux. C'est ce qu'on appelle le probe, les sondes. D'accord? Ça peut être aussi les beacons, les balises, mais ici, on va parler des probes, des sondes qui est très utilisée. La sonde, c'est quoi? C'est une courte séquence d'ADN qui comporte deux éléments. Un reporter dye. Dye, c'est le colorant. Reporter, c'est un colorant rapporteur d'un côté et de l'autre, à un bout, et à l'autre bout, vous avez un quencher. Un quencher, c'est un peu comme un inhibiteur. Donc, vous avez un petit fragment d'ADN, d'accord, dans lequel on accumule un colorant à haute énergie ou à haute fluorescence, mais qu'on met côte à côte avec un inhibiteur. Le principe est que aussi longtemps que les reporter dye restent côte à côte avec le quencher, il ne peut pas y avoir libération de la substance fluorescente à haute énergie. Et le reporter dye, ou colorant rapporteur en français, c'est un marqueur fluorescent à haute énergie. Mais cette haute énergie est contenue par le quencher. Le principe est que le quencher doit rester toujours proche du reporter. Dès qu'il les lâche, il y a libération du colorant. Alors, le quencher, c'est un marqueur qui empêche au rapporteur de produire la fluorescence aussi longtemps qu'il se trouve à proximité. Ça, c'est très important. Et donc,
Les reporters et les quenchers, c'est un peu le principe du défenseur central et l'attaquant en pointe. Aussi longtemps que le défenseur est proche de l'attaquant dans une surface de réparation, le défenseur empêche à l'attaquant de faire un contrôle, amortir, se retourner, marquer. C'est ça le rôle d'un défenseur. Il faut déstabiliser l'attaquant pour qu'il ne frappe pas, pour qu'il ne cadre pas, pour qu'il ne marque pas. Et ceci n'est possible que quand tu es proche, côte à côte. Tu fais ce qu'on appelait à l'époque un marquage à la culotte. Tu marques ton attaquant pour qu'il ne passe pas. Dès que tu lui laisses un espace 30 centimètres, 1 mètre, l'attaquant peut faire un amorti, un contrôle orienté, il te désoriente et il marque. Alors, les reporters et les quenchers doivent toujours être côte à côte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire la PCR, vous devez connaître votre fragment d'intérêt. J'en ai parlé. Vous devez savoir que notre fragment d'intérêt part, par exemple, du nucléotide 153 jusqu'au nucléotide, par exemple, 829. C'est ça les segments d'intérêt qu'on veut amplifier, qui correspond, par exemple, au gène qui code pour l'expression, par exemple, d'une protéine de surface qui s'appelle, par exemple, l'hémagglutinine ou la neuraminidase ou les spikes, la protéine de surface, etc. Ça doit être précis. Mais maintenant, lorsque vous connaissez la séquence d'intérêt, vous pouvez maintenant faire ce qu'on appelle les designs de primer. Vous pouvez maintenant créer, designer ce qu'on appelle le primer ou les amorces. Pourquoi? Les amorces, ce sont des petites séquences d'ADN ou d'ARN qui n'ont qu'un seul rôle, c'est pouvoir déclencher la réplication à partir de ce qu'on appelle le ORI, Origin of Replication. Dès qu'il déclenche la réplication, le primer ou l'amorce s'arrête, c'est fini. Son rôle, c'est déclencher. C'est un peu comme une clé de contact, hein? C'est un contact, le contact de véhicule. Son rôle, c'est démarrer les véhicules. Quand il a démarré, les véhicules peuvent maintenant pousser. Donc, en biologie, le contact, c'est le primer ou l'amorce. Dès que le primer déclenche, maintenant, la réplication peut commencer. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de primer, aucune réplication ne peut être envisagée, ni in vitro, ni in vivo. Alors, quand vous voulez maintenant primer, en anglais, ça signifie démarrer votre réaction, vous devez connaître la séquence que vous voulez démarrer pour que vous puissiez l'amplifier. Le primer est court, lui démarre simplement avec quelques nucléotides et quelques bases. Une fois qu'il a déclenché cela, la suite va se faire par la polymérase. Et donc, vous devez connaître le fragment d'intérêt pour que vous puissiez être capable de créer des amorces qui correspondent, qui sont complémentaires. Souvenez-vous, les brins d'ADN ou les nucléotides sont toujours appariés par paire, n'est-ce pas? Vous avez, quand je mets en zoom, les adénines à apparaître aux thymines, d'accord? Les thymines aux adénines, les guanines aux cytosines, les cytosines aux guanines, etc. C'est cette succession de nucléotides qui fait tous les acides aminés, tous les acides nucléiques, pardon, ADN, dans tous les organismes. Ceux qui ont des ARN, on aura des successions des A, des adénines, des uracils, des cytosines et des guanines. Mais ici, on parle de l'ADN, donc on n'aura que les adénines, les thymines, les guanines et les cytosines. Et maintenant, votre séquence d'intérêt doit être à mesure de pouvoir comment on appelle, s'agripper ou alors s'accrocher, au fait, s'hybrider à la séquence d'intérêt. C'est pour ça que les primers en biologie moléculaire, on a toujours deux paires. On a un primer forward, ça signifie qu'il va vers l'avant, et un primer reverse qui va dans le sens contraire. Pourquoi vous avez l'ADN toujours en deux brins? Ce qui fait que quand les deux brins vont se séparer sous l'effet de la chaleur, un primer va venir s'accrocher à un brin, le brin positif par exemple, et un autre brin primer va s'accrocher à un autre brin qu'on appelle le brin S, va s'accrocher à un autre brin qu'on appelle le brin négatif. Et voilà pourquoi vous avez besoin des primers, les forward et les reverse. J'ai mis maintenant le probe ici. Voici le probe. Le probe a toujours, c'est un petit segment d'ADN, un petit fragment d'ADN qui a toujours deux bouts. Un bout qui est lié à un reporter dye, un colorant marqueur, qui stocke une fluorescence à haute énergie. Et l'autre, c'est un inhibiteur de ces fluorescences à haute énergie.
L'inhibition s'est fait aussi longtemps que le quencher, ici, l'inhibiteur est proche du rapporteur, aussi longtemps qu'ils sont côte à côte. L'attaquant qui doit marquer, qui doit produire les substances fluorescentes, et le défenseur, le quencher, l'inhibiteur. Aussi longtemps qu'ils sont côte à côte, il n'y a pas de production de fluorescence. La fluorescence est accumulée ici, mais ne peut pas être libérée. Alors, qu'est-ce qui va se passer en PCR temps réel? Lorsque vous faites la PCR temps réel, c'est la PCR où à la fin, les résultats doivent être affichés sur l'écran et vous devez lire ces résultats. Mais comment lire ces résultats? Ça veut dire que quand les amplicons, les produits d'amplification, les fragments d'ADN vont être amplifiés une fois, deux fois, quatre fois, six fois, 10 fois, ils vont s'accumuler. Et à chaque fois que vous mettez la sonde va commencer à libérer l'énergie. Alors, ça se passe comment? Le primer s'hybride, d'accord? Il se fixe. Il commence à s'allonger. La polymérase, il déclenche la réaction la dépolymérisation, il s'arrête. Non, il déclenche la réplication, il s'arrête. Ensuite, la polymérase va prendre à partir d'ici pour allonger jusqu'à la fin. Dans ce sens aussi, la polymérase va prendre à partir de là où le primer s'arrête jusqu'à la fin pour former deux nouveaux brins. Alors, le probe aussi va s'hybrider juste à côté du primer. Alors, aussi longtemps que le quencher et le reporter sont côte à côte, il n'y a pas de souci particulier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au moment où la polymérase va commencer à allonger la séquence d'ADN, qu'est-ce qui va se passer? La polymérase, comme vous le voyez sur cette image, je vais essayer de mettre le zoom pour vous. La polymérase va casser le reporter ici. Il va casser le reporter. Quand le reporter se casse, il va s'éloigner de son défenseur, qui est le quencher, de son inhibiteur. Une fois qu'il s'éloigne, la substance fluorescente va être produite ou libérée dans les milieux. Ça, c'est sur le premier brin. Le deuxième brin, on aura maintenant, lors de la prochaine réplication, deux brins. Sur les deux brins, les reporters, les sondes vont se fixer et vont être cassés par les polymérases. Une fois qu'ils vont être cassés, la fluorescence va encore être libérée. Et maintenant, toute cette fluorescence va s'accumuler dans les milieux. À la fin de la PCR, la concentration de la fluorescence qui a été émise, qui a été libérée dans les milieux, va être maintenant transcrites par la machine qui a des caméras spécialisées qui vont prendre les images, les quantifier et les traduire, prendre le signal qui a été émis et qui va être traduit sous forme maintenant de ce qu'on appelle la fluorescence. Et cette fluorescence va être, grâce à des algorithmes mathématiques très puissants, traduite en images qui va apparaître sous forme d'une simple courbe que vous allez voir pour dire que la courbe a donné. En fait, derrière la courbe se trouve une très grande concentration de fluorescence qui a été exprimée euh, de manière automatique suite à des calculs qui ont été faits par le logiciel. Et vous aurez cette fluorescence qui peut être exprimée en termes de concentration, mais elle peut être aussi exprimée d'une certaine manière par ce qu'on appelle les valeurs CT ou les cycles seuil que l'on verra. Alors, sachez que la fluorescence à haute énergie, à chaque fois que la sonde ou le probe est cassé, cette fluorescence est libérée et elle s'accumule à la fin. La machine fera le compte, il va quantifier le volume de fluorescents ou des fluorophores qui sont dans les milieux et ceux-ci vont être libérés. Je dois accélérer. Alors, le principe de la PCR est simple, la PCR normale, hein, la PCR standard. Vous avez l'échantillon, vous avez l'ADN avec le fragment cible ici en vert, vous avez la machine, le thermocycleur, et vous voulez amplifier pour avoir des millions de copies. Donc, vous avez l'échantillon, les primers, les forward et les reverse, et vous avez les nucléotides ou les oligonucléotides, adénine, thymine, guanine, cytosine. Et vous avez cette enzyme qui est la polymérase. C'est ça que vous mettez dans votre solution qu'on appelle le master mix. Le mix, c'est le mélange. Le master mix, c'est dans ça que vous mettrez tout ça et vous allez distribuer pour avoir la réaction. Alors, lors de la dénaturation du premier cycle, qu'est-ce qui va se passer? Le thermocycleur va porter la PCR à une température, à 95 degrés. Dans les principes de la biologie, l'ADN est fait en sorte que, à une certaine température, à partir de 90 degrés, l'ADN est capable de se dénaturer. Les deux brins sont capables de se séparer en un seul brin de manière réversible. Et si la température baisse, les deux brins d'ADN peuvent se recoller. Ça, c'est un principe
de l'ADN. C'est une propriété de l'ADN, je voulais dire. Alors, lorsque votre thermocycleur amène la température à 30 à 95 degrés, 95 degrés, voici les deux brins vont se séparer, un brin départ et un brin d'autre. Automatiquement, voilà, vous avez tout dans les milieux. Les deux brins sont séparés lors du premier cycle à cette température. Puis le thermocycleur ramène la température entre 55 et 65. À cette température, les, les primers entre 55 et 65, les primers sont directement activés. Et une fois que les primers sont activés, ils vont aller s'hybrider. Ils vont aller s'accrocher au fragment d'intérêt qui correspond. D'accord, pour déclencher la réplication. Voici les mouvements des primers. Ils vont s'hybrider là, ils s'hybrident. Et une fois qu'ils s'hybrident, ils déclenchent la réplication. La température change automatiquement pour passer à 72 degrés. Ça peut être 75, 74 selon les fabricants. À cette température, la polymérase qui était dans les milieux va être activée. La polymérase va commencer maintenant à ajouter les oligonucléotides pour compléter et faire des paires de bases. Regardez, la polymérase commence à se déplacer ici de la gauche vers la droite et là de la droite vers la gauche en y ajoutant les paires de bases. Et quand il ajoute, il complète, vous avez à la fin de ce premier cycle, nous sommes au cycle 1, on est parti avec un seul brin d'ADN, on en a deux. Lors du deuxième cycle, la dénaturation a lieu à 95 degrés, les deux brins se séparent, ce qui fait qu'on en a maintenant quatre. La température baisse à 55, entre 55 et 65, l'hybridation s'est faite. Une fois que l'hybridation s'est faite à cette température, le thermocycleur change, passe à 72 degrés ou 72 degrés. L'élongation s'est faite suite à l'activation de la polymérase qui prend les paires de bases et les nucléotides qui sont dans les milieux, il les ajoute et allonge. À la fin, on a quatre doubles brins d'ADN alors qu'on en avait un il y a un cycle. Au troisième cycle, vous en avez six. Au quatrième cycle, ainsi de suite. Et si vous poursuivez à cette allure, après avoir fait 30 cycles, par exemple, vous êtes capable d'avoir 1 milliard 73 millions 741 764 copies d'ADN, et là pour une durée de 4 heures. Et voici comment, d'un seul fragment, vous en avez produit des milliers ou des milliards ou des millions. C'est ça le principe de la PCR. Prendre peu ou très peu de fragments d'ADN et en produire des millions ou des milliers. Ensuite, ces fragments vont, si c'est un PCR standard ou un PCR temps réel, ces fragments d'ADN vont être quantifiés maintenant grâce à la fluorescence qui a été émise. Mais si c'est un PCR standard, vous allez prendre des produits PCR, vous allez maintenant faire une migration sur gel d'électrophorèse pour avoir les bandes d'émigration et ensuite le produit d'émigration sur électrophorèse, vous allez le prélever pour poursuivre les séquences et faire le séquençage pour avoir ou finalement identifier le pathogène dont il est question. Il existe plusieurs erreurs en PCR. On peut avoir la contamination, entre autres la dégradation du matériel génétique qui peut se dégrader. Voilà pourquoi les ADN doivent être bien conservés. On peut avoir des problèmes avec les amplicons. On peut avoir les contrôles positifs. Il faut faire très attention aux contrôles positifs parce qu'ils contaminent les échantillons. Et on peut avoir des contaminants dans l'environnement. Vous travaillez dans un laboratoire, il y a beaucoup d'amplicons, il y a beaucoup de contaminants, ça peut venir. Vous pouvez avoir les interférences, les inhibiteurs. Il y a des substances qui inhibent la PCR. Quand vous avez l'héparine, par exemple, les tubes héparinés vont inhiber la PCR. L'alcool peut inhiber la PCR, l'eau de Javel. Alors, il faut faire attention lorsque vous prélevez vos échantillons, notamment vos échantillons d'Mpox. Les désinfectants qui tombent dans les échantillons peuvent inhiber. L'excès de sel, les détergents, l'éthanol sont des inhibiteurs. Et vous pouvez avoir une mauvaise discordance des primers, je vous en ai parlé. Vous devez connaître les segments d'intérêt ou les fragments d'intérêt et vous devez designer les amorces qui correspondent. Et si vous avez choisi une zone qui est variable, ça signifie que si le virus subit une mutation, vous ne serez plus à mesure, vous ne serez plus capable de détecter cette zone. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. La mauvaise discordance des amorces, d'accord, un défaut d'appariement peut modifier considérablement les résultats. Et vous pouvez avoir ce qu'on appelle les mésappariements ou les disappariements. Il manque d'appariement. Et donc, vous n'allez pas détecter votre segment d'intérêt. Pourtant, le virus est présent. Vous avez ce qu'on appelle les dimères d'amorce, d'accord?
Parfois, les amorces, vous devez les designer de sorte qu'elles soient différentes parce qu'il arrive que les amorces, les forwards et les reverses s'accrochent entre elles. Elles forment les paires de bases. Quand elles forment les paires de bases, elles ne vont pas aller déclencher la réaction sur la chaîne que vous voulez amplifier et vous aurez des résultats négatifs. Les dimères d'amorce peuvent entrer en compétition avec les réactifs ou ils peuvent avoir un impact sur l'amplification. Vous avez les erreurs humaines, pipettage, les mauvais réactifs, la congélation, la décongélation. Voilà pourquoi on est très strict en PCR standard. Vous avez oublié d'ajouter par exemple le nucléotide ou la RT, la rétrotranscriptase ou la polymérase. Et l'amplification ne va pas se faire, mais vous allez attendre 2 heures, 3 heures et vous n'avez aucun résultat. Ou vous avez mis les mauvaises températures en programmant la machine. C'est cela. Après avoir parlé on parle des outils diagnostiques du Mpox, on va parler des tests rapides et les point of care. D'accord? C'est quoi les point of care? Les point of care, c'est les soins, les outils diagnostiques utilisés au point de soin, par exemple au chevet du malade. C'est ça qu'on appelle les point of care. C'est des outils diagnostiques qui permettent en fait un diagnostic très rapide pour une prise de décision. On va voir la définition complète qui comprend 6 éléments. Et donc, quand vous me définissez les point of care, vous devez mettre 6 éléments au sens large. Les point of care, c'est un test diagnostique de laboratoire. Un. Deux, qui est fait pour un usage au chevet ou à proximité du malade. Trois, qui accélère ou qui aide un rendu des résultats dans un temps très court. C'est ça, accélérer le rendu des résultats. Quatre, qui requiert très peu de manipulations à effectuer pour rendre les résultats. Ça, c'est très important. Cinq, qui, qui a une interprétation facilitée ou aisée des résultats. Six, qui vous aide à prendre une décision très rapide et de manière efficace. C'est ça qu'on appelle un point of care. Alors, le point of care peut être indiqué dans les maladies infectieuses, hein, bactériennes, par exemple les tests antigéniques, Covid, dengue, etc., qui existent. Dans les maladies bactériennes, il y a des tests rapides contre la peste. Les collègues qui sont dans la salle connaissent comment on les utilise. Vous avez des tests qui sont utilisés en parasito, les tests rapides contre la malaria également. Mais les point of care ne s'arrêtent pas aux maladies infectieuses, mais ça peut être pour d'autres affections non infectieuses. Par exemple, lorsque vous faites la glycémie à la bandelette, c'est un point of care. Lorsque vous faites les tests de recherche du sang occulte dans les selles, vous avez les tests de coagulation que vous faites dans 1 minute, c'est important. Vous avez le test de grossesse pour les dames. Quand ils sont enceintes, vous voulez savoir que vous êtes enceinte. Quand vous faites un test de grossesse, c'est un point of care. Et lorsqu'il y a les soulards dans certains pays où ils sont sérieux, et vous faites le test d'alcoolémie au volant avec des tests rapides. Ce sont des point of care. Alors, quelle est l'utilité des point of care? Et je les mets sur cette image que j'ai empruntée sur Internet. C'est un très bon résumé. Dans les laboratoires conventionnels ou classiques, le patient arrive. Il va passer au triage. Quand il arrive au triage, on l'examine, on l'analyse et puis le clinicien demande des analyses. On prélève les échantillons. Les échantillons vont subir les processus d'analyse normale, telle machine, on dispatche, on distribue, on attend que ça finisse. Et si ça n'a pas encore réuni le nombre d'échantillons, la machine ne va pas tourner, etc. Et quand on a fini, les résultats sont envoyés à quelqu'un qui va interpréter, expliquer, compiler, ensuite transmettre au médecin qui analyse et finalement qui prend la décision d'admettre les patients ou de l'orienter ou de les décharger. Ici, on est dans le cas de maladies infectieuses. Mais quel est le rôle des point of care? Les point of care, vous faites ça. On prélève l'échantillon, on les charge dans l'échantillon, il analyse très rapidement et on a les résultats. Regardez en vert, ceci correspond au temps que vous avez gagné en utilisant le point of care. Donc, le point of care vous aide à gagner du temps et à avoir une décision rapide. Voilà. J'ai mis les tests rapides, hein. Il existe contre l'Mpox, si j'ai mis quelques-uns, mais bon, ce n'est pas de ça qu'il est question. Je parle des point of care moléculaires maintenant. Vous avez les BioFire, Argo Mayana, les collections dans la salle vont vous montrer comment on les utilise, Noël et Espérance. Vous avez le Gen Expert, c'est un point of care, on en a plusieurs, hein, et j'ai mis les images ici, ça on les a dans nos laboratoires, mais il y en a d'autres. C'est très important. Alors, les point of care tels que vous les voyez, par exemple, que ce soit les Gen Expert ou les BioFire ou les IDILA et autres, ils font l'extraction automatisée.
sur les échantillons. Donc, vous chargez uniquement l'échantillon. Lui fait l'extraction automatisée. Ensuite, lui-même fait la PCR ou la RT-PCR selon les cas, selon qu'on a un organisme ARN ou ADN, en un seul test. Et ensuite, il vous rend les résultats qu'il affiche sur l'écran, comme vous pouvez le voir. Vous n'avez qu'à à charger votre échantillon dans la cartouche et lui fait le reste. C'est ça le point of care. Par exemple, sur la cartouche GenExpert que vous connaissez, voici, vous chargez l'échantillon. Quand vous chargez l'échantillon, l'extraction de l'acide nucléique s'est faite, que ce soit pour la tuberculose, par exemple, c'est le Mycobacterium tuberculosis qui va être, dont l'ADN va être extrait. Si c'est COVID, ce sera le SARS, l'ARN du SARS-CoV-2 ou l'ADN du Mpox. Après amplification, vous pouvez maintenant avoir les résultats. Alors, vous avez la facilité d'utilisation. Pourquoi? Parce que vous les faites en un temps très réduit. Le point of care, vous avez un temps très court de former les personnels, tel qu'on les fait avec vous. Ça sera très bref. Les risques de contamination sont minimaux. Par exemple, même quand vous manipulez Ebola, vous n'avez que très peu d'exercices à faire. C'est moins à risque, contrairement à la PCR standard. C'est très rapide. Vous avez beaucoup de risques de biosécurité qui sont minimisés. Vous avez hier vu votre formation sur la biosécurité et voici un outil qui minimise les risques de contamination. Il est facile à déployer sur le terrain et il a des contrôles internes pour valider les résultats. Et ce qui fait que s'il est stable, il n'a pas besoin, les cartouches n'ont pas besoin, par exemple, de congélation. Ils se conservent à température ambiante, ce qui fait que ça nous arrange, nous, les Africains, qui avons toujours des problèmes de courant, d'énergie et autres. Et ensuite, vous pouvez également avoir des tests de contrôle interne qui vous aident à vérifier les résultats. Alors, avant de finir, on va parler des valeurs CT en PCR temps réel. Souvent, quand vous avez des résultats en PCR temps réel, ces résultats sont affichés sous forme de valeurs CT. Alors, depuis Covid, hein, même les politiciens connaissent ces valeurs CT. Vous lui dites, Excellence, vous êtes positif à la Covid. Oui, docteur, mais CT sont à combien? Même lui connaît les CT. Bon, voilà. Après, demande-lui, c'est quoi les CT? C'est rien du tout. Trois définitions des CT. C'est le nombre de cycles de réplication de la machine nécessaire pour que la cible qu'on est en train de chercher du pathogène soit détectée pour la première fois. Ça signifie que la machine s'est met à amplifier un fragment. On a deux, on a quatre, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Alors, quand vous aurez le cycle suffisant pour que la cible soit détectée pour la première fois, le cycle auquel le pathogène est détecté pour la première fois, c'est ça qu'on appelle le cycle seuil, c'est ça la valeur de CT. Ça peut être 25, 25,4. Ça signifie que la machine a dû faire 25 cycles d'amplification pour détecter pour la première fois le pathogène que vous recherchez. Et c'est ça qui apparaîtra comme la valeur de départ, la valeur de détection. Deuxième définition, c'est le nombre de cycles de réplication nécessaires pour produire un signal fluorescent. Souvenez-vous, en PCR temps réel, vous devez produire une substance fluorescente. Vous devez produire la fluorescence qui a été accumulée suite à la libération du reporter va être proportionnelle à la quantité d'amplicon ou d'acide nucléique dans les milieux. Et cette quantité va être calculée. Alors, au moment où cette quantité de signal fluorescent est produite, elle va apparaître, d'accord, à un cycle précis. Et ce cycle-là correspond à la valeur CT. Troisième définition, c'est le nombre de cycles d'amplification nécessaires, d'accord, pour que la cible moléculaire qu'on veut détecter, elle soit détectée au-dessus d'un seuil, d'accord, au-dessus d'un bruit de fond. Nombre de cycles d'amplification PCR nécessaires pour que la cible que vous voulez détecter soit détectée, en fait, mais au-dessus d'un seuil. Pourquoi on doit mettre un seuil? Le seuil, c'est comme ce que vous avez étudié à l'école. Tout le monde étudie, va à l'école, présente ses examens. Mais il y a ceux qui vont réussir. On dit que pour réussir, il faut avoir 50%. Le seuil est à 50%. Ceux qui ont 49,8, s'ils ne sont pas délibérés, ils ont échoué. Pourtant, ils sont 49, ils n'ont pas zéro. Ceux qui ont 40%, ils sont en dessous de 50%, ils ne passent pas des classes parce qu'ils n'ont pas atteint les seuils. Alors, pour dire qu'une personne, un étudiant réussi, il faut qu'il ait 50%. 50% correspond au seuil. En PCR également, on a des seuils. Alors, le seuil est déterminé par l'utilisateur ou alors par le fabricant. C'est en fonction de ça. Il y a des ajustements que l'on fait.
Et donc, la valeur CT, c'est un proxy de la charge microbienne que vous avez. Sachez que les valeurs CT sont inversement proportionnelles à la quantité de la cible moléculaire. Quand vous avez des charges virales faibles, ça signifie que le pathogène est en très grande quantité et que la machine n'a pas besoin de beaucoup travailler pour détecter les virus. Quand vous avez des valeurs CT élevées, ça signifie que le microbe est en petite quantité. Par exemple, quand vous détectez votre virus de Mpox, par exemple, à 17, ça signifie que la machine a eu besoin de faire simplement 17 cycles d'amplification. Il a déjà détecté les virus. Mais quand 17 cycles peut correspondre, par exemple, à 40 000 ou à 30 000 copies, d'accord, d'ADN. Mais par contre, quand la machine amplifie à 39 cycles, ça signifie que vous avez dû amplifier pour avoir des millions de copies afin que le signal fluorescent puisse être libéré. C'est très différent. Alors, c'est ça l'interprétation des CT. Donc, les valeurs CT faibles correspondent à une charge microbienne élevée. Les valeurs faibles correspondent à une charge les valeurs élevées correspondent à une charge microbienne faible. Et le seuil est là. Le seuil, c'est ce qui est en vert. C'est ça que j'ai mis la limite, le threshold, le seuil. Alors, quand le seuil est à cet endroit, tout ce qui est au-dessus de ce seuil est considéré comme étant positif. Si je veux abaisser mon seuil, parce qu'on peut le faire au laboratoire, on peut ajuster le seuil pour certaines PCR, mais pas pour d'autres. Si je mets le seuil ici, ça signifie que tout ce qui est au-dessus ici est positif, ce qui est en dessous est négatif. Si je prends la ligne verte ici, je la baisse jusque là, ça signifie que je vais avoir beaucoup plus de positifs. Pourquoi? Parce que j'ai abaissé le seuil. Et si je prends cette ligne, je la mène ici, ça signifie que j'aurai beaucoup de négatifs parce que tous ceux qui sont là vont être considérés comme étant les négatifs. Les déplacements du seuil modifient la quantité de fluorescence nécessaire à la détection et par conséquent, ça modifie la décision. Par exemple, lors de la délibération, je dis que tous ceux qui ont 45% passent de classe. Ça signifie que celui qui a 46, il a échoué, mais parce que j'ai modifié les critères de délibération, j'ai modifié les seuils, il réussit. Mais vous voyez, par exemple, pour les concours d'admission dans certaines facultés, par exemple à la faculté de médecine, à l'université de Kinshasa, par exemple, il faut 60% pour être admissible au concours. Ça signifie que le seuil est mis à 60%. Quand vous avez moins de 60%, vous ne pouvez pas. Pourtant, vous avez réussi. C'est la même interprétation. Donc, pour les valeurs PCR, et mes collègues dans la salle vous donneront les détails. Les tests sérologiques, je n'en parlerai pas beaucoup parce que dans les Mpox, on les utilise que pour la rétrospection, sauf si vous faites des ELISA directs pour détecter les antigènes, mais pour moi, je ne trouve pas que ce soit important. Pour l'interprétation, je ne m'attarderai pas non plus simplement parce que je vous ai parlé de la cinétique. Vous devez savoir à quelle période de la maladie est la personne chez qui vous prélevez l'échantillon. Est-ce qu'il est à la phase des macules, des papules, des vésicules? Souvenez-vous, à la phase des papules, les échantillons ne sont pas prélevables. À la phase des macules, les échantillons ne sont pas prélevables. Phase des vésicules, il faut bien perforer les vésicules pour avoir la bonne quantité de liquide et de matériel biologique. C'est plutôt à la phase des pustules où vous avez une grande concentration jusqu'à la phase des croûtes. Les croûtes contiennent une grande quantité de virus. Il faut faire attention. Les croûtes ne sont pas une cicatrisation. Les croûtes du Mpox contiennent une grande quantité de virus. Et donc, vous devez savoir le patient est à quel stade de maladie. Si le patient n'a pas encore, il est au stade de macule et des papules, vous devez prélever les échantillons oropharyngés. Si vous vous acharnez à prélever les papules, votre PCR sera négative, pas parce que le patient est négatif, mais parce que le virus n'est pas encore présent dans les lésions. Et ça, c'est important à tenir en compte dans l'interprétation des résultats. Et bien sûr, les courbes apparaîtront comme celle-ci. Mes collègues qui sont dans la salle vous montreront les résultats et vous allez discuter. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je serai heureux de prendre vos questions et répondre de manière détaillée à toutes vos préoccupations. Merci de m'avoir suivi. Gérald, on peut mettre fin à l'enregistrement?